Ferrari est arrivé à Bahreïn avec la même unité de puissance utilisée à Barcelone et c'est le premier signe positif des tests à Bahreïn qui commenceront demain jusqu'à vendredi. Nous devons entendre des déclarations de Ferrari de l'intérieur, voyons la liste des pilotes, donc quels pilotes entreront en piste quel jour. Nous devons également entendre des déclarations. Fernando Alonso qui a déjà quelques frictions avec Honda parce qu'il dit que l'unité de puissance est un peu en retard par rapport à leurs attentes. Nous devons entendre Adrian Newey sur le cas des unités de puissance et du moteur Mercedes et enfin nous devons mettre un point sur cette question car Nicolas Tombazis s'est exprimé à ce sujet et la toute dernière chose mais la plus importante aujourd'hui est de voir les conditions de Kimi Antonelli et ce qui est arrivé au pilote italien. Cela dit, commençons tout de suite. Pas d'unité de sécurité, pas de rotation préventive, la Ferrari SF26 à Sakhir sera exactement équipée du moteur du Shakedown en Catalogne. Pourquoi ? Parce que, à Maranello, ils veulent comprendre en profondeur quel est le véritable potentiel du moteur 0.67.6, non seulement en termes de performance, mais surtout de durabilité et de fiabilité dans des conditions complètement différentes de celles de Barcelone. Barcelone a été une première étape, climat doux, charge contrôlée, travail méthodique. Bahreïn est une toute autre histoire, il fait plus chaud, l'asphalte est plus agressif, le stress thermique est beaucoup plus élevé. C'est ici qu'un moteur montre vraiment s'il est bien né ou s'il a des points faibles et en effet, l'objectif de Ferrari est très clair. Pousser le même moteur pendant toute la préparation hivernale. Si les plans sont respectés, Maranello pourrait clôturer les tests pré-saison avec une seule unité de puissance, ce qui n'est pas du tout banal si l'on considère le contexte réglementaire. À partir de 2026, tout change en effet, avec les nouveaux moteurs qui sont divisés à 50% entre moteurs à combustion interne et 50% moteurs électriques. La FIA a également imposé un changement de philosophie concernant la durée, passant de 4 unités de puissance à 3 unités de puissance pour toute la saison. En d'autres termes, chaque moteur devra couvrir 8 grands prix et non plus 6. Et vous comprenez bien que dans un championnat de 24 courses plus 6 sprints, la fiabilité n'est plus un sujet secondaire. C'est un facteur décisif. Si vous vous trompez dans le projet, vous ne récupérez pas. Si vous cassez, vous payez et vous payez cher. C'est justement pour cela que Ferrari veut des réponses maintenant, tout de suite, à Bahreïn. Comprendre si le moteur 0.67.6 tient le coup, si la gestion thermique est solide et si le compromis entre performance et durabilité est le bon. Mais Bahreïn n'est pas important seulement pour la piste, c'est ici que la commission F1 devrait se réunir pour discuter de l'un des sujets les plus délicats de ce début 2026. C'est-à-dire les contrôles sur le rapport de compression des unités de puissance. La proposition venue du comité consultatif des unités de puissance est claire. Vérifier le rapport de compression non plus à froid, mais à chaud. Derrière cette demande se trouve un front uni de constructeurs. Nous avons Ferrari, Honda, Audi et Red Bull Powertrains qui souhaitent clore définitivement la question liée à la célèbre microchambre de combustion de Mercedes. Le point est qu'en commission F1 ne votent pas seulement les motoristes, mais aussi les équipes. Et ici, les équilibres peuvent changer car il n'est pas du tout évident que la proposition passe. Surtout en considérant qu'auparavant, la solution Mercedes avait reçu le feu vert technique. Le rôle de la FIA sera central. Une décision claire maintenant serait nécessaire pour éviter des protestations, des polémiques et des réclamations dès la première course en Australie. Ce serait le meilleur moyen de lancer la Coupe du Monde 26 sans ombre. Mais en revenant à Ferrari, le message qui vient de la direction sportive est très simple. Avant les polémiques, avant la politique, avant les jeux de pouvoir, il est important de comprendre le moteur. Et pendant les 3 jours à Bahreïn, la priorité absolue sera unique. Découvrir qui est vraiment l'unité de puissance 0.67.6. Pour le reste, pour l'instant, cela peut attendre. Vous voyez que je vous avais dit cela ? C'est très important car lors des essais à Bahreïn, Ferrari va retester le moteur qu'elle a déjà testé à Barcelone dans des conditions complètement différentes. Peut-être même plus favorables, si nous voulons, car les conditions environnementales étaient propices au moteur Ferrari et à tous les autres moteurs. Alors qu'à Bahreïn, nous verrons et testerons réellement les conditions dans lesquelles fonctionne un moteur de Formule 1. Et donc nous verrons si le moteur Ferrari est réellement fiable, car il est facile d'aller vite lorsque les conditions environnementales sont froides. Il est beaucoup plus difficile de performer toujours avec ce rythme, et évidemment avec des performances élevées lorsque les conditions sont celles réelles de Bahreïn, que nous verrons également durant la saison. Donc attention au moteur Ferrari.
S'il continue à bien performer et à être fiable même lors des tests à Bahreïn, alors nous pouvons confirmer la fiabilité de Ferrari pour cette année. En revanche, si ce n'est pas le cas, alors les premières interrogations commenceront à surgir et donc les premières questions. Cependant, c'est déjà un facteur positif. Passer de Barcelone à Bahreïn avec le même moteur est quelque chose de positif pour Ferrari. En revanche, Honda a déjà rencontré ses premiers problèmes. En effet, le 2.26 pour Aston Martin n'est pas simplement une nouvelle saison. C'est le début d'un projet complètement nouveau, peut-être le plus ambitieux de son histoire récente. Nouvelle unité de puissance, nouvelle philosophie technique et Honda comme partenaire exclusif avec Adrian Newell à la tête du front de conception. Sur le papier, tout cela est ce que Fernando Alonso a toujours recherché. Mais la réalité, du moins pour l'instant, est beaucoup plus complexe. En effet, Alonso ne se cache pas. Il est enthousiaste. Oui, mais aussi extrêmement lucide. Il sait très bien que ce projet ne part pas avec un avantage. Au contraire, il commence déjà avec un poids sur les épaules. 4 mois perdus au début de 2025 à cause des problèmes de calibration du tunnel de vent. Un retard qui s'est prolongé jusqu'au premier kilomètre sur la piste. Et en effet, Barcelone n'a pas été un véritable test pour Aston Martin. C'était plus ou moins un shakedown. La voiture est arrivée en retard, certains composants ont littéralement atterri en avion mercredi soir et le programme a été bouleversé. Pas de simulation poussée, pas de référence réelle, juste des passages à vitesse constante sur les lignes droites. Pour ne pas stresser la mécanique, encore à comprendre. Alonso l'a dit clairement, à Barcelone, nous ne poussions pas, nous ne cherchions pas la limite. Nous ne faisions que les premiers mètres d'un projet qui n'était en fait pas encore prêt. Et c'est pourquoi Bahreïn devient crucial, car c'est là qu'Aston Martin commence vraiment les tests. L'objectif est simple, rattraper les kilomètres par rapport aux concurrents, collecter des données, commencer à comprendre la voiture dans son ensemble, du confort dans le cockpit à la position du siège, jusqu'à des thèmes plus sérieux comme le refroidissement, les vibrations et l'intégration des systèmes. Toutes des choses tout à fait normales quand on part de zéro, mais qui montrent bien combien le travail est encore long. Puis il y a la grande inconnue, à savoir l'unité de puissance Honda. Alonso ne donne pas de détails, mais ne nie pas la réalité. Les informations qu'il a sont les mêmes que celles qui circulent à l'extérieur. En effet, Honda est légèrement en retard, surtout sur la partie thermique du moteur. Et dans un règlement nouveau où 50% de la puissance provient de la partie électrique, cela pèse. Mais c'est ici que la philosophie d'Alonso entre en jeu, celle qu'il définit lui-même comme un long match. En effet, selon Fernando, cette saison ne sera pas décidée lors des premières courses, à moins qu'un petit dominion ne se manifeste immédiatement. 2026 sera un championnat en mouvement constant. Chaque piste pourra changer la donne. Chaque mise à jour pourra renverser les rapports de force. Oui, l'unité de puissance est fondamentale. Mais justement, à cause de sa complexité, les délais de développement sont longs. Il n'est pas dit que d'éventuelles solutions arrivent rapidement. C'est pourquoi Alonso se concentre surtout sur la seconde moitié de l'année. Là, selon lui, la véritable valeur de la saison se jouera. Quand les projets seront mûrs, quand les développements aérodynamiques commenceront à faire la différence et quand les équipes auront vraiment compris comment exploiter ces nouvelles monoplaces. Et c'est aussi pour cela que Fernando Alonso n'est pas inquiet pour le Barrino ou pour les premières courses. Il sait que le rythme de développement sera très élevé pour tous et que personne ne pourra se permettre de rester immobile. En parallèle, il y a un autre énorme sujet, son avenir. En effet, le contrat d'Alonso expire à la fin de la saison et il le sait. Il aimerait attendre, prendre du temps, arriver en septembre avec le plus d'éléments possible pour décider s'il continue ou s'arrête. Non seulement en fonction des performances, mais aussi de la façon dont il se sent physiquement et mentalement, du poids des voyages, du marketing, de tout ce qui gravite autour de la Formule 1. Le problème est que cela entre en conflit avec les besoins de l'équipe. Aston Martin ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps sans savoir si son pilote de référence restera ou non. Alonso est conscient de la pression qui va arriver et sait que tôt ou tard, il devra choisir. Mais une chose est claire, il veut voir jusqu'où ce projet peut aller. Il veut comprendre si vraiment avec New York et Honda, Aston Martin peut grandir et devenir quelque chose de plus. En 2026, pour Fernando, c'est un pari, pas une promesse, pas une illusion. Un pari lucide, difficile, mais peut-être la dernière véritable occasion de donner un sens à tout ce qui vient après.
Et comme l'a dit lui-même Fernando Alonso, il est optimiste pour l'avenir. Il dit que c'est le début d'un bon avenir pour Aston Martin. C'est une première pièce positive, l'arrivée d'Adrian Newell, la construction d'une équipe basée sur Honda, sur Aramco et Aston Martin elle-même. Donc un triptyque important qui pourrait avoir des problèmes initiaux. Ils ont commencé en retard avec le développement de l'unité de puissance Honda et je vous disais, attention, que le seul talon d'Achille d'Aston Martin pourrait être justement l'unité de puissance Honda. Et cela le sera lors des premières courses, c'est certain. Mais ensuite, ils auront la marge pour récupérer, car l'infrastructure est là. Comme l'a également dit Adrian Newell, elle est parmi les meilleures du circus. L'infrastructure d'Aston Martin est nouvelle, elle a des systèmes à la pointe de la technologie. Et en plus, l'équipe est cohésive, compacte avec Fernando Alonso, double champion du monde, qui peut pousser la voiture à ses limites. Il faut évidemment voir l'avenir du pilote espagnol car il y a déjà des rumeurs disant qu'Oscar Piastri pourrait quitter McLaren s'il ne reçoit pas la confiance nécessaire de l'équipe de Walking pour aller chez Aston Martin. Mais pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, comme celle concernant Charles Leclerc. Si Ferrari ne performe pas bien, Leclerc pourrait aller chez Aston Martin. Il y a une clause qui stipule que Leclerc a 4-5 mois au début chez Ferrari pour évaluer son avenir. Évidemment, son manager Nicolas Stodd représente Leclerc et cherche également d'autres équipes où le monégasque pourrait aller. Mais pour l'instant, Leclerc est un homme Ferrari, tout comme Piastri est un homme McLaren. Donc pour l'instant, le marché reste stable, mais il y aura certainement des mouvements après les 4-5 premières courses du championnat. Adrian Newey n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement emporter par les émotions et c'est justement pour cela, quand tu l'entends parler ainsi, que tu comprends qu'il y a quelque chose de différent pour Aston Martin dans ce projet. Le lancement de l'AMR26 n'a pas été seulement le premier jour d'une nouvelle monoplace, c'était le point d'arrivée d'une course contre la montre, faite de nuits longues, de décisions accélérées et de compromis inévitables. Newey le raconte sans filtre. La voiture vue à Barcelone toute noire n'était pas un choix stylistique, il n'y avait tout simplement pas le temps de la peindre. L'objectif était unique, la mettre sur la piste, la faire tourner et découvrir immédiatement les problèmes de jeunesse avant les vrais tests à Bahreïn. Et ce moment pour lui et pour Lorenz Stroll était chargé de signification. Quand Lance est sorti du garage, Newey et Stroll étaient côte à côte dans la voie des stands, et pendant un instant, dit Newey, ils étaient tous les deux presque sur le point de s'émouvoir, parce qu'arriver là n'a pas été acquis. C'était un voyage long, émotionnel, construit sur la passion et le travail acharné. L'équipe a littéralement fait des miracles. Procédures accélérées, étapes sautées, décisions prises en dérogeant au processus standard pour ne pas manquer l'occasion de tourner. Non pas pour chercher la performance, mais pour comprendre la machine. Et c'est là qu'intervient Newey que tout le monde connaît. Le visionnaire. Celui qui, selon beaucoup, voit l'air avant même qu'une monoplace n'existe. Lui, cependant, remet tout en perspective. Il ne voit pas l'air, évidemment. C'est-à-dire qu'il ne voit pas les flux d'air tels qu'ils sont. Mais il essaye d'imaginer comment le flux se déplace. Comment il pourrait se comporter aujourd'hui avec des outils puissants comme la CFD, qui permettent de visualiser les flux à l'écran de manière infiniment plus précise qu'auparavant, quand on utilisait de la fumée, de la mousse et des fils de laine dans la soufflerie. Mais il y a un concept clé que Newey souligne. La CFD et la soufflerie te disent ce qui se passe maintenant, pas ce qui va se passer après. Le vrai travail consiste à prendre ces idées et à les transformer en la prochaine idée. Toujours un pas en avant. Et c'est ici que naît la philosophie de l'Aston Martin AMR26. Parce que Newey raconte que tout a pris forme pendant son période de gardening leave, au printemps 2024. Il était hors de la Formule 1, mais avec en tête les nouveaux règlements déjà définis. Il a commencé à réfléchir à partir des principes fondamentaux. Que veulent obtenir ces règles? Quelle est la solution la plus logique, la plus propre et la plus efficace? Puis, lorsqu'il est officiellement entré chez Aston Martin le 2 mars 2025, cette philosophie a été partagée avec les aérodynamiciens et les concepteurs. Et là, la confirmation est arrivée. Tout le monde était d'accord. C'était la voie à suivre. Newey le dit clairement. Chaque grand changement réglementaire est une énorme opportunité. Nous l'avons déjà vu en 2022. Quand au début, il y avait des interprétations très différentes, et puis avec le temps, une solution s'est imposée comme la plus correcte, amenant tout le monde à converger. Surtout à partir de 2024. Et 2026 ne fera pas exception. C'est pourquoi il ne faut pas se faire d'illusions en regardant la voiture d'aujourd'hui.
L'Aston Martin que nous voyons à Bahreïn sera déjà différente de celle que nous verrons plus tard dans la saison. Et celle qui courra à Melbourne sera encore différente. En somme, selon Newey, le développement sera énorme et continu. La voiture changera tout au long de la saison. Et il n'est pas difficile d'imaginer que celle d'Abu Dhabi sera presque une autre voiture par rapport au début de l'année. Il y a aussi le thème des courses rapprochées, de la possibilité de rester dans le sillage. En effet, Newey rappelle qu'en 2022, l'objectif était le même, faciliter les dépassements. Au début, cela semblait fonctionner, puis avec le temps, l'effet s'est réduit, et il pourrait se passer quelque chose de similaire maintenant. Enfin, le cœur du projet est la nouvelle usine de Silverstone. L'Aston Martin AMR 26 est la première monoplace entièrement conçue et construite là-bas. Pour Newey, la valeur n'est pas seulement technique, elle est humaine. C'est un bel environnement dans lequel travailler, et c'est essentiel quand on passe 12 heures par jour, ou plus à l'usine. La structure est centralisée, elle favorise la collaboration, elle met les gens dans les conditions de mieux travailler, et oui, les infrastructures sont extraordinaires. Newey n'a aucun doute. Grâce à la vision et aux investissements de Lawrence Stroll, Aston Martin a aujourd'hui la meilleure structure de la Formule 1. Mais il ajoute tout de suite une chose fondamentale. Il ne suffira pas d'avoir le meilleur bâtiment. Il compte qui le remplit et comment ces personnes travaillent ensemble. Et c'est là que dit Newey qu'Aston Martin fait les progrès les plus importants. L'Aston Martin AMR 26 n'est pas une promesse, c'est un point de départ. Le vrai voyage est celui qui compte vraiment. Et il commence maintenant. Quand Newey a démissionné de Red Bull, il a immédiatement commencé à penser aux nouveaux règlements. Comment élaborer un plan pour être compétitif avec la nouvelle équipe avec laquelle il a ensuite fait ses débuts le 2 mars 2025, quand il est entré pour la première fois chez Aston Martin. Il avait déjà des idées claires en tête sur quel était le projet à amener sur la voiture de Lawrence Stroll. Et c'est la chose la plus intéressante qu'il a dite lors de la présentation d'Aston Martin. Newey avait déjà clair comment développer cette Aston Martin AMR 26, que c'est un premier pas, le départ d'un projet qui est plus ambitieux. Et il vise, comme l'a également dit Lance Stroll lui-même, à gagner des courses, à gagner des titres, même dans les années à venir. Donc nous verrons un peu comment Aston Martin se comportera. Quoi qu'il en soit, un point crucial est le travail de cohésion qui se déroule à l'usine. Lawrence Stroll fait de son mieux pour rassembler les bonnes personnes qui travaillent sur le projet. L'environnement de travail plaît à Adrian Newey. Et c'est une chose fondamentale. Quand tu passes 12 heures par jour à l'usine, il est important que tu te sentes bien dans l'environnement de travail. Et cela est présent. Maintenant, il faut cependant voir un petit détail, parce qu'il faut clarifier le rapport de compression du moteur Mercedes. Nous avons dit qu'il y a eu la discussion de l'Advisory Power Unit avec MITI, mais nous devons entendre les paroles de Nicolas Tombazis, responsable de la FIA, parce qu'il s'est exprimé à ce sujet. Le rapport de compression qui augmente lorsque le moteur est chaud. C'est l'une des zones grises qui risque d'exploser. Un championnat avant même de commencer. Certains disent que c'est écrit dans le règlement, qu'il doit être respecté. D'autres disent que c'est une zone grise, qu'on peut exploiter. Le problème vient d'une décision prise dans le passé au sein de la FIA elle-même. Quelqu'un avait donné le feu vert à une solution technique, la fameuse micro-caméra de combustion, qui permet de passer à moteur chaud d'un rapport de compression nominal de 16 à 1 à des valeurs plus élevées, jusqu'à 18 à 1. Formellement, tout est régulier, mais substantiellement beaucoup moins. Maintenant, la FIA se trouve dans une impasse, parce qu'à la table de l'Advisory Power Unit Committee, une nette majorité s'est créée. Ferrari, Honda, Audi et Red Bull veulent combler cette faille réglementaire, tandis que Mercedes non. Et le conflit est total. Tombazis le dit clairement dans une vidéo publiée par la FIA. Ce nouveau règlement n'est pas un défi seulement pour les équipes, mais aussi pour la fédération. Il y a de nouveaux paramètres à contrôler, de nouvelles formes de conformité à garantir. C'est un processus d'apprentissage pour tous. Mais ensuite arrive le point clé, celui qui change tout. Tombazis admet que les ingénieurs, comme toujours, poussent pour chercher des avantages. Et c'est justement comme ça que quelqu'un a trouvé le moyen d'augmenter le rapport de compression du moteur à chaud. Et c'est exactement cette discussion en cours. À ce stade, les voies possibles sont deux. Soit Mercedes menace d'action en justice, fort du fait que la solution avait été approuvée auparavant par la fédération.
Soit les autres motoristes sont prêts à déposer des plaintes formelles auprès des commissaires sportifs, et c'est ici que la FIA met le pied sur le frein. Tom Bazis le dit sans détour. La Formule 1 doit se décider sur la piste, pas dans les tribunaux, et pas dans les salles des commissaires. Cela ne peut pas devenir un championnat d'interprétation des règles. Cela doit rester une compétition d'ingénierie, de conduite et de talent, pas une course à celui qui est le plus rusé. Et l'objectif déclaré est un seul, tout résoudre avant le début de la saison, avant Melbourne. C'est pourquoi on parle d'une solution technique, comme un capteur qui mesure le rapport de compression à chaud, ou plus probablement d'une modification réelle du règlement, admettant que certaines règles aient été mal écrites, et laissent trop de zones d'ombre. La FIA ne veut pas de confrontation directe, elle veut une solution partagée, même si mettre tout le monde d'accord aujourd'hui semble presque impossible. En attendant, la piste devient centrale, parce que les essais de Bahreïn seront fondamentaux, parce qu'ils montreront l'état réel des unités de puissance, et 4 équipes utilisent le moteur Mercedes. Et tout le monde ne sera pas prêt à cacher le potentiel de faire de la pré-tactique, et pendant que les chronomètres commenceront à parler, le cas le plus délicat au début de l'ère 26, il sera également discuté lors de la commission F1. La question est désormais claire, et cela ne concerne pas seulement les moteurs. La Formule 1 du futur choisira-t-elle la guerre ou la paix? Si l'on veut faire parler la piste, c'est sacro-saint, il faut faire parler le travail d'équipe, le talent, l'ingénierie qui se cache derrière chaque équipe. Mais il faut le faire de manière égale pour tous. Il ne peut pas y avoir une équipe qui a exploité un domaine du règlement, qui cependant n'est pas autorisé. D'autant plus que noir sur blanc, le rapport de compression doit être de 16 à 1. Les contrôles doivent effectuer des tests statiques, qui cependant sont à froid sur le moteur. Et c'est là que se situe le problème. C'est pourquoi la décision de la FIA semble être de réaliser plus de contrôles à chaud sur les moteurs, et donc en respectant la volonté de tous les motoristes, sauf Mercedes. Donc en allant à la rencontre de Ferrari, Honda, Audi et Red Bull. Cependant, en même temps, cela ne va pas interdire de fait le rapport de 18 à 1 en mouvement. Il faut aussi voir si Mercedes a un plan B prêt à être élaboré et mis en œuvre à partir de Melbourne. Le fait est que la décision est prise par les motoristes. Mais pas seulement, elle est également prise par la commission F1, elle est aussi prise par la FIA elle-même, et chaque équipe aura son mot à dire. Donc pas seulement les motoristes eux-mêmes, mais chaque équipe identitaire. Chaque équipe propre pourra voter dans cette commission. Donc attention à voir comment évolue aussi le thème des Power Units, parce que cela devient crucial dans une ère qui a maintenant changé. Et la Power Unit décide beaucoup du futur de qui sera champion du monde en 2026. À la veille des tests à Bari, une nouvelle très importante est arrivée, qui a fait geler le paddock pendant quelques heures. Andrea Kimi Antonelli a été impliqué dans un accident de la route, mais la chose la plus importante est de le dire tout de suite. Il va bien et est complètement indemne. C'est la même Mercedes qui l'a confirmé par un communiqué officiel. L'accident s'est produit samedi soir près de son domicile à Saint-Marin. La police est intervenue sur place, appelée directement par Kimi. Aucun autre véhicule n'est impliqué, seulement sa voiture qui a heurté le garde-fou. Il y avait beaucoup de peur, oui, mais aucune conséquence physique. L'incident s'est produit sur la route, sur la voie rapide dans la zone de Serraval. D'après les premiers relevés, il s'agit d'un impact contre les barrières sans implication de tiers. La dynamique est encore en cours d'examen, mais le point clé reste le même. Antonelli sera régulièrement sur la piste à Bahreïn dès demain. Nous savons que Kimi Antonelli et George Russell se relayeront lors des essais à Bahreïn, et les deux pilotes tourneront pendant les 3 jours. Cependant, ils se relayeront entre le matin et l'après-midi. Et attention aussi une nouvelle très importante des dernières minutes. Il est certain que Ferrari a obtenu le feu vert de la FIA concernant son utilisation du carburant. En effet, avec l'introduction des carburants durables en 2026, toutes les équipes cherchent la bonne combinaison pour gérer durabilité et performance sur la piste. Seules 2 équipes ont reçu l'approbation de la FIA pour leur carburant, et l'une de ces 2 équipes est justement Ferrari avec Shell. Ainsi, Ferrari pourra déjà commencer à travailler lors des essais à Bahreïn avec le carburant qu'elle utilisera ensuite pendant la saison. Elle n'a pas besoin de faire des compromis, elle n'a pas à tester de nouveaux mélanges, mais travaillera et acquérera des données sur ce carburant de Shell approuvé par la fédération.
Faites-nous savoir dans les commentaires votre avis sur tous les sujets que nous avons abordés dans la vidéo. Du fait que Ferrari utilisera le même moteur qu'à Barcelone, des déclarations de Fernando Alonso sur Aston Martin, sur Adrian Newey, et aussi sur la question de Nicolas Stonebasis concernant le rapport de compression. Je suis curieux de lire et de répondre à tous vos commentaires. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner, d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo sur le thème de la Formule 1 et sur le thème de Ferrari. Ici The Last, c'est tout. À bientôt pour une prochaine vidéo.